Tout vient à point à qui sait attendre. Vous connaissez certainement cet adage qui voudrait qu'on fasse de la patience un allié lorsque nous attendons de voir se concrétiser nos ambitions. Attendre. Dieu même sait que c'est éprouvant, surtout lorsqu'il faut attendre indéfiniment. Mais si c'est le prix à payer, en plus des sacrifices déjà consentis et des efforts que l'on continue de faire, pourquoi pas, il faudra apprendre à prendre son mal en patience si mal s'en était. Le bonheur, c'est comme une lettre à la poste, disait l'autre. Votre voisin a déjà reçu la sienne de lettre de bonheur, eh bien réjouissez-vous avec lui. La vôtre de lettre bonheur est certainement en route et vous parviendra lorsque le facteur temps vous la livrera, cette lettre. À vous toutes et à vous tous, je dis bonjour. Nous sommes le mardi 27 février 2024. Vous êtes sur TH Matin sur Télévicycle. Il s'appelait Stan Torron. Il nous quittait il y a quelques années. Hier, 26 février 2024, ça faisait exactement 5 ans qu'il a rejoint l'au-delà. Et entre autres chefs-d'œuvre qu'il nous proposait, il y a celui-ci, Djenana. Plus de Bolan, plus de mouvanciers, unissez-vous pour que le Bénin aille de l'avant.
mouvement l'auto yeme, l'auto yé pour leader. Ouais, quitter opposition, ouais, opposant mini. Anitoé a posé au pipo, takabo. Toa le couteau pour le bac, Camidon le coucou et le bord. Mais là, va sango. O janana ye, azemi no sume wena munjowe. O janana ye, azemi no sume afinkuna tano. Unyenana ye, azemi no sume wena munjoto. O janana ye, azemi no sume afinkuna tano. Baidu, baidu, alei tuweke. Baidu, baidu, alei tuweke. Oh, ita te umari. Stanislas Roger Thoron de regretter mémoire, 5 ans déjà qu'il nous a quittés. Pourtant, il demeure présent par ses œuvres qui continuent de célébrer ce passage sur Terre de l'homme qui reste une légende qui ne mourra jamais. Djenenan, à l'époque, je me rappelle où il lançait même, je dirais, je concours demandant aux gens de dire en français ce que Djenenan voudra dire, de traduire en français. Djenenan, je vais la soumettre à ce test. Océane Moussou en plateau, bonjour. Bonjour, Sationé Jossou. Une de nos Djenenan. Et Dieu même sait qu'en matière de Djen, vous voyez comment elle rit. Alors, ça va ce matin? Ah, je pète la forme, ça va. Pète la forme. Alors, Djenenan, pour vous, c'est quoi? Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. C'est tout ce qui brille, n'est-ce pas? Tout ce qui a une certaine clarté, une certaine brillance, qui brille de mille feux, comme moi en fait. On a quelqu'un spécialiste de la langue fongbe qui est à la régie. Kevin Acha, oui. Djenenan, ça veut dire quoi déjà? Dans mon oreille, il pourra me répondre. Il peut te souffler ça. Je répète, il dit c'est une pelle précieuse, c'est une pelle rare qui résiste au feu. Et justement, à l'époque, Thoron, pour faire la différence entre le Djenenan et les autres types de djé, c'est quoi? Quand vous mettez le Djenenan au feu, ça brille. Ça ne se consume pas. D'accord. Ça résiste au feu. Ça fait partie des qualités de Djenenan. Et on n'a pas pu, à l'époque, on n'a pas pu trouver un nom en français pour Djenenan. Et puis, ce qu'on a trouvé par la suite, c'est perle rare. Vous savez, toutes les réalités qui existent ici, nous ne sont pas forcément des réalités de la culture française. Donc, vous êtes une de nos perles rares à la rédaction française. Merci, c'est gentil. Je vais vous retrouver tout à l'heure pour le bulletin d'information. Mais avant, mesdames, messieurs, allons voir quelques titres portés par les journaux parus ce jour. Les députés de la 9e législature se sont retrouvés hier pour la suite de la session extraordinaire, la première de cette année 2024 ouverte, entre autres sujets qu'ils sont appelés à connaître, ce point relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme. La plénière d'hier a entamé le point et à la une des journaux parus ce jour. On peut déjà avoir quelques échos de cette séance à la une de l'emblème du jour, premier journal que je vous propose ce matin, on pourrait lire « Jumelage ou non des propositions de loi à Quai et à Tchadé, premier test pour le consensus voulu par Talon ». Ça, c'est à propos de l'autre point qui propose la relecture du code électoral. Et La Nation, le quotidien du service public, à propos de la séance d'hier, Assemblée nationale, la réforme de la CBDH enclenchée. À la une de Le Matinal, on a un résumé que propose cette réforme de la Commission béninoise des droits de l'homme. Le Matinal qui titre « Réforme au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme, des représentants dont celui de la presse supprimé. Le nombre de commissaires passe de 11 à 7. Des détails sur les changements intervenus. » Fraternité, le quotidien de Menontin, à sa une ce matin en bas de une, projet de loi portant modification de la loi portant institution de la Commission béninoise
des droits de l'homme. Désormais, 7 membres au lieu de 11. Lit-on à la une de ce journal. Nous retrouvons La Nation, le quotidien du service public, qui nous parle cette fois-ci de cette décision prise par la CEDEAO de lever les sanctions qui pèsent sur certains pays, entre autres, notamment le Niger. La Nation qui titre à propos « Lever des sanctions contre le Niger, la position du président Talon concrétisée ». Et nous finissons cette revue à la une du journal Fraternité qui parle de l'an 1 après l'arrivée de Gernot Rohr à la tête des Guépards, l'équipe nationale senior de football. Un bilan en demi-teinte, 8 matchs, une victoire sur tapis vert, regard croisé de journalistes sportifs, des journalistes sportifs à lire donc. Dans les colonnes du journal Fraternité de Ménotin, nous allons à présent ouvrir les pages de notre journal à nous, rédaction Télé-Hémicycle. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité parlementaire de ces dernières heures? Océane Amoussou, notre Djé Nanan, notre perle rare, nous conduit. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour les informations matinales. Comme annoncé depuis plusieurs jours déjà, les élus du peuple se sont réunis au sein de l'hémicycle hier dans la matinée pour poursuivre l'ordre du jour de la première session extraordinaire de l'année 2024 ouverte le 21 février dernier. Et parmi les 12 points prévus, un seul a été abordé hier. Il s'agit du projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme. Je vous propose plutôt de suivre le compte-rendu. Au nombre de 12 points à l'ordre du jour, cette séance plénière s'est penchée sur l'examen du projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme. C'est la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme qui a étudié au fond le dit projet de loi. Certains sujets ont fait l'objet de vifs débats en commission, au nombre desquels l'institution ou non d'un bureau pour la commission et la question de la mise à disposition par le ministère de la Législation et de la Justice d'un personnel d'appui au comité ad hoc de sélection des membres de la commission. L'adoption du projet de loi en étude vise essentiellement la transparence, l'efficience, le respect des obligations souscrites par le Bénin et permettra de se conformer aux principes de Paris et à l'article 17 du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Étant une institution qui joue un rôle crucial dans le maintien du respect des droits de l'homme, la Commission béninoise des droits de l'homme se doit d'être bien réformée, au dire des députés. Normalement, même si c'est 5, la femme doit prendre au moins 2 parts. Pourquoi c'est un avocat pénaliste qui doit représenter les avocats? Je trouve que c'est assez restrictif. Les membres du groupe parlementaire, les démocrates présents au niveau de cette commission ont voté contre ce rapport-là. Pourquoi on doit nous dire que le rapport a été voté à l'unanimité? Tout le monde risque d'être membre de l'UPR pour se faire désigner à cette commission. Je ne suis pas d'accord. Et je crois, quand on fait la revue des pays, toutes les institutions ont au moins, au bas mot, 9 membres. Ce que 7 personnes n'ont pas pu faire, ce n'est pas 9 personnes qui vont le faire. 2, non, je le dis parce que si je prends même l'exemple de nous-mêmes ici, je prends les commissions permanentes techniques. Nous sommes 5 dans l'exécutif des commissions, mais combien travaillent à la tête des commissions? Notre pays a fait le choix de la démocratie, qui, selon nous, est le système qui garantit la paix et l'épanouissement de nos populations. Et nous sommes en bon chemin.
Les droits de l'homme sont des normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains. Ils régissent la façon dont les êtres humains vivent en société. Et pour ce qui est de la protection de ce droit dans un pays démocratique comme le Bénin, les parlementaires et le gouvernement entendent accorder leurs réflexions. Chapitre par chapitre, les députés ont mené les discussions particulières. La séance a été suspendue aux fins d'harmonisation des amendements et elle sera reprise le mardi 27 février 2024 à 14h. Nous vous invitons donc à prendre rendez-vous sur la télévision Hémicycle pour suivre la retransmission en direct de cette séance plénière tout à l'heure. Du jeudi 22 au vendredi 23 février dernier, a eu lieu à Dassa-Zoumé un séminaire parlementaire qui a réuni les élus du peuple, les agents parlementaires ainsi que plusieurs experts du ministère de l'Agriculture. C'est un séminaire d'imprégnation et d'appropriation du plan stratégique de développement et de la territorialisation des projets et programmes du secteur agricole. À l'issue, c'est une satisfaction générale chez tous les participants. C'est ce qu'on retient du point de Latif Ouboni. Un séminaire comme une occasion pour convaincre. Ici à Dassa, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, a défendu ses engagements et ses orientations agricoles devant les députés. À l'heure du bilan, les sentiments coulent de source. Nous partons d'ici avec la certitude que les participants sont imprégnés de la politique gouvernementale du secteur agricole, qu'ils sont également éclairés sur les difficultés rencontrées, de même que les perspectives du gouvernement relatives au secteur agricole pour 2024. Les députés ont quant à eux une meilleure compréhension des projets d'investissement public et des accords de financement signés par la République du Bénin au profit du secteur agricole. Une cérémonie de clôture avec les satisfactions des dirigeants du Parlement, satisfaction en écho avec les avis recueillis chez les élus. Bien évidemment, les gens sont venus faire des communications. Nous avons compris, mais nous avons le devoir en tant que parlementaires, puisque, je vous le dis, les parlementaires que vous voyez là, il y a plein de cadres. Donc nous devons parfaire ce qui nous a été présenté. C'est notre rôle. Et nous avons également le devoir d'aller à la base pour expliquer tout ce qui se fait par le gouvernement. Les députés que nous sommes, représentants du peuple, nous allons faire des propositions concrètes au gouvernement pour pouvoir appuyer le monde agricole. On dirait même que je suis l'initiateur du séminaire parce que j'ai appris beaucoup du séminaire et je sais, en sortant donc de ce séminaire, les actes que je dois poser, c'est important pour moi. En matière de maraîchage, il faut dire que beaucoup d'efforts se voient. Et les aménagements qui sont faits, et les populations vraiment trouvent leur intérêt. C'est quand même bien fait. Lorsque vous prenez par exemple les marchés de grands propos, les marchés de semences, ça a quand même contribué à quand même réduire les plaintes des populations. Ce qu'on aurait souhaité, parce que c'est insuffisant, ce qu'on aurait souhaité, c'est de généraliser dans toutes les localités où se trouvent ces bas-fonds-là. Être écouté, voir son secteur être scanné par la représentation nationale, le ministre se dit des plus heureux, avec une promesse, puiser autant que possible dans l'immense contribution des députés pour améliorer le management du secteur agricole. Ceci a été pour nous une belle école d'application de ce que nous faisions en silence. Dans une démarche pédagogique, on est arrivé à apporter des éléments de réponse. Mieux, nous les avons dotés de la documentation nécessaire pour se retrouver, chacun même dans sa circonscription, et dire exactement ce que le secteur agricole est. Le séminaire parlementaire d'imprégnation et d'appropriation du plan stratégique de développement agricole, une première qui devrait faire école au dire des participants. Participants qui n'hésitent pas à confier que le rendez-vous a été au-delà des attentes.
Terminons par cette visite officielle du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire en Égypte du 18 au 20 février dernier. Une visite d'une grande importance visant à promouvoir les relations entre les deux pays. Au cours de son séjour, Adama Bictogo a rencontré plusieurs dirigeants et investisseurs égyptiens. Vanoli Olibé. C'est sa première visite officielle en Égypte en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Adama Bictogo, avec son homologue égyptien Hanafi Ali Gebali, président de la Chambre des représentants de la République arabe d'Égypte, ont prévu une série de réunions avec des investisseurs et plusieurs fêtières d'hommes d'affaires égyptiens, notamment les dirigeants de la compagnie aérienne Egypt Air et le constructeur d'autobus MCV. Une visite de travail qui revêt des significations importantes dans la mesure où les deux pays souhaitent renforcer et multiplier leur coopération dans plusieurs domaines. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire entend souligner la détermination des hauts dirigeants des deux pays à promouvoir les liens diplomatiques, à élargir de manière proactive et active les bases des relations bilatérales et à promouvoir la coopération efficace et substantielle entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte dans tous les domaines. Voilà, c'est tout pour les informations parlementaires de ce matin. Je vous retrouve demain. Voilà, c'est tout pour les informations parlementaires de ce matin. Je vous retrouve demain. Je ne sais pas s'il le fait aussi bien qu'elle. Je vous retrouve demain. C'est demain ou bien demain? Je ne sais pas s'il le fait autant bien que vous. Monsieur Bossou, merci à vous pour cette présentation. Vous connaissez le roi Gbeze Agnotem Tofa 9? Non. C'est l'actuel occupant du trône Tofa dans la ville de Porto Novo. Vous allez vous demander certainement pourquoi il vous pose la question. Oui. Parce que dans son nom, il y a Agnotem. Et parlant de perles, le perle rare, le agnon est une perle. D'accord. Okay. Une de ces perles précieuses aussi. Et son nom, en quelque sorte, c'est pour dire Djevode monono Agnotem. Ça veut dire... Ce n'est pas n'importe quelle perle qui remplace le agnon, cette perle précieuse. Okay. Merci, perle précieuse. Je vais retenir ça. Je vais dormir moins bête aujourd'hui. Il y a lesquelles étaient bêtes, sauf bêtes. En tout cas, la rédaction de Télé Hémicycle, si le crapaud ne va pas à la guerre, la trompette, je ne sais pas à qui on va la remettre. Vous allez me réexpliquer cela demain. D'accord, pas de souci. Ça, là, je vous le réexplique. Il nous attend déjà avec l'invité du jour, Gilles-Christ Tilly, qui reçoit pour nous Nourenou Achade, député, président du groupe parlementaire Les Démocrates, qui, entre autres, également a déposé une proposition pour la relecture du code électoral. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de sa copie? C'est l'exercice qu'il fait avec Gilles-Christ Tilly sur la page invitée de ce jour. C'est un grand débat dans le pays depuis le 4 janvier dernier où la Cour constitutionnelle a rendu sa décision DCC 24-001 en demandant aux députés d'harmoniser l'égalité de pouvoir entre parrain maire et parrain député dans le cadre des élections générales de 2026. Au moment où le député Hassan Seibou du groupe parlementaire Bloc républicain a introduit une proposition de loi portant révision de la Constitution à l'Assemblée nationale et que Nathan Ake du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau a quant à lui introduit une autre proposition de loi portant relecture du code électoral, eh bien, le député Nourenou Achade a également introduit à l'Assemblée nationale une autre proposition de loi portant relecture du code électoral. Le texte prévoit, entre autres dispositions, la suppression du quitus fiscal pour tout dossier de candidature aux législatives, la baisse du taux de pourcentage obtenu par les partis politiques pour désormais lever tout siège au Parlement, etc., etc. Alors, que comprendre de cette proposition portée par les députés du groupe parlementaire Les Démocrates? Nous recevons sur ce plateau l'auteur de ce texte introduit au Parlement, honorable Nourenou Achade, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie.
C'est un plaisir. Oui. Vous êtes président par ailleurs du groupe parlementaire Les Démocrates ici à l'Assemblée nationale. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors déjà d'entrée, pourquoi avez-vous jugé utile d'introduire une proposition de loi portant relecture du code électoral? Est-ce parce que vos collègues ont fait qu'il fallait faire quelque chose ou pas? Non, pas du tout. Je suis député au même titre qu'eux. Et j'ai le droit de faire ma proposition de loi. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé mes prérogatives. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Cour constitutionnelle a émis un avis et qui nous demande de rétablir l'égalité entre les maires qui seront élus en 2026 et ceux en exercice en ce moment. Et nous avons jugé, et comme vous le savez, on avait rencontré le chef de l'État et le Parti Les Démocrates et nous lui avions dit qu'il y a des dispositions du code électoral qui ne permettent pas l'inclusion des élections dans notre pays, qui ne permettent pas la transparence et qui sont source de conflits et qu'il faut les revoir. Et il avait promis de nous soutenir dans notre démarche et qu'il fallait mettre ça en forme pour que ça soit revu. Donc, c'est cette démarche, ces différentes démarches que nous avons depuis, à la recherche de la paix, à la recherche des élections inclusives, à la recherche des élections transparentes, qui nous ont amenés à faire cette proposition parce que pour toute élection dans notre pays, une élection transparente, c'est le code électoral qu'il faut viser. C'est ça. Et il y a eu, avant vous, des propositions. Par exemple, Nathan Diaké du groupe parlementaire Union progressiste, le Renouveau, a voulu qu'on relise le code électoral, mais vous aussi. Sauf que les dispositions que vous avez visées ne sont pas forcément les mêmes que celles que lui, il a visées. Dans votre proposition, qu'est-ce que vous entendez réformer? Oui. D'abord, nous avons répondu à la préoccupation de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, si vous suivez très bien la Cour constitutionnelle, dans sa démarche, dans ses considérants, je crois que c'est à la page 7, la Cour constitutionnelle dit que le parrainage des députés n'a aucun problème. OK? Que c'est la 9e législature qui est à même apte à parrainer. Alors, il reste que les maires, il y a certains qui déjà du 1er février au 5 février seront déjà élus les nouveaux maires. Oui. Et dans ce cadre-là, puisque c'est le 5, le dépôt des dossiers de candidature, ces maires-là pouvaient aussi prétendre à parrainer, ce qui fausse le jeu. Et c'est ça que la Cour a voulu qu'on rétablisse. Alors, si les députés de la 9e législature peut parrainer. Ce qui reste à faire, c'est de faire en sorte que les maires qui sont en place actuellement parrainent. Parce que l'installation du maire court du 1er février au 15 février. Donc, il faut sortir la date du dépôt des dossiers de ce engrenage-là pour permettre que les maires actuels votent. C'est pourquoi il faut augmenter le nombre de jours par rapport au dépôt des dossiers de candidature de l'élection à la fonction présidentielle. La loi actuelle dit 50 jours avant le début des campagnes pour le premier tour, il faut déposer les dossiers. Ce qui fait je crois le 5. Ce qui fait le 5, la date, ce qui revient à la date de 5 février. 2026. Alors, il suffit de dire 60 jours avant le début, aucun maire n'est encore installé. C'est ce que nous avons fait. Et ça permet aux anciens maires de parrainer et aux nouveaux députés, aux anciens députés également de parrainer. Mais nous sommes dans le cadre légal. Nous voulons quand même faire justice. Parce que si on dit que c'est les prochains maires et les prochains députés, imaginez que
dans notre situation, nous n'avons pas de maire. Mais c'est la question que j'allais vous poser. Oui, ça ne nous dérange pas, mais... Il y a certains de vos collègues qui estiment que pour résoudre ce problème, puisqu'il faut voir même au-delà de 2026, peut-être même en 2031, 2036, etc., ils estiment que ce n'est pas normal que les élections présidentielles, par exemple, soient organisées avant les législatives. Enfin, que les législatives aient lieu dans ce délai-là, avant la présidentielle, et que peut-être, si on installe une législature là maintenant, alors qu'on ne connaît pas encore le chef de l'État, qu'il y a peut-être des problèmes de lisibilité politique. Et ils ont des problèmes particuliers. Ils ont des problèmes particuliers. Non, dans notre pays, pas répondre comme ça. Je peux répondre comme ça. Pourquoi? Dans notre pays, nous ne sommes pas dans une comment on dit, dans une c'est pas une mandature, je crois, on dit une mandature, nous sommes dans une mandature présidentielle et non législative. Un régime présidentiel. Un régime présidentiel et non un régime parlementaire. Oui. Le député n'a aucun pouvoir sur le président. Le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Et vous savez, les élections, c'était 4 ans. Nous les avons organisées comme ça par le passé. Parfois, on organise les présidentielles avant. Parfois, on organise les législatives avant. Ça n'a tué personne. Le problème qui pose à sa source ailleurs, à ses problèmes, ses difficultés ailleurs. Nous pouvons, et je dis, mais on n'était pas là à la 8e législature quand nous avons pris la décision d'organiser d'abord les législatives avant les présidentielles, dans le cadre des élections générales. Puisque le problème se pose, est-ce que nous l'avons déjà testé? Est-ce que nous l'avons essayé, ça n'a pas marché? Quel est le problème? On n'a pas essayé. Ils ont voté. C'est eux-mêmes qui ont proposé. Nous sommes au premier essai. Ils disent ça ne va pas marcher, il faut changer. Non. À quelle école ou comment ont-ils procédé pour savoir que ça ne va pas marcher? Je crois qu'il faut essayer ça. C'est eux qui ont proposé. Et il faut aller modifier la Constitution pour revenir sur ce qu'ils sont en train de dire. Non, nous on pense que à l'heure actuelle, on ne peut pas modifier la Constitution. Il vaut mieux essayer ça. Et ils savent, la Cour constitutionnelle, dans sa lecture, a vu que on peut modifier, on peut faire ces différentes modifications sans toucher à la Constitution. Et c'est ce que nous avons proposé. Très bien. Et une fois que vous avez proposé cela, vous êtes allé au-delà de cette proposition. Oui. Le président Attiadé, vous avez par exemple suggéré qu'on puisse retoucher à la question du quitus fiscal, par exemple. Oui. Pourquoi? Nous avons proposé qu'on retouche à plusieurs articles. Je vous ai dit à l'entame que les questions qui ne permettent pas la paix dans le pays, des questions qui ne permettent pas et la transparence, il faut les toucher. Nous avons demandé à ce qu'on touche à l'article qui concerne le coordonnateur d'arrondissement. Je crois que c'est l'article 37 par là. Nous avons demandé de modifier l'article pour que, au lieu que ce soit le coordonnateur d'arrondissement, que ce soit la commission d'arrondissement. Pourquoi? Parce que le coordonnateur d'arrondissement, c'est un homme. Il est corruptible. Et nous l'avons vu par le passé, à plusieurs endroits, dans beaucoup d'arrondissements. Ils ont été faillibles. Ils ont failli amener le pays dans le désastre. Il ne faut pas le permettre. Ça, vous êtes là aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Certains diraient que si ça avait été si catastrophique, peut-être ne seriez-vous pas vraiment déclaré à même de siéger à l'Assemblée. Peut-être que je serai là avec beaucoup plus de députés. Peut-être que je serai là avec beaucoup plus de députés. Comme vous le savez, c'est l'administration qui délivre. Et le patron de l'administration est politique. Et il a des adversaires politiques. L'administration est impartiale dans ces cas de figure et nous pensons que nous sommes le seul pays au monde qui aujourd'hui a le quitus fiscal dans la composition des pièces pour aller aux élections.
Et pourquoi ça doit être le cas au Bénin? Nourène Ouadjadé, vous êtes allé au bout de votre argumentaire. Sur la question du quitus fiscal, est-ce que logiquement, lorsqu'on met une telle pièce dans les dossiers de candidature, est-ce que ça ne témoigne pas de l'intégrité fiscale, de l'honnêteté du citoyen qui veut gérer quand même la cité? Est-ce que vous pensez Est-ce que peut-être la solution ne serait pas de mettre peut-être des contraintes du côté de la Direction générale des impôts pour qu'elle puisse se mettre à jour, mettre des délais peut-être pour délivrer le quitus fiscal? Dans la loi actuelle, il y a eu des contraintes. Mais nous étions à la Cour constitutionnelle avec le directeur des impôts. Mais il a argué de ce qu'il n'avait pas suffisamment de personnel pour traiter à temps les dossiers. Et deuxièmement, j'avoue que les dispositions actuelles contiennent ce que vous êtes en train de dire. L'homme ne peut pas donner plus que sa capacité. Oui, mais pour moi, les pauvres camarades, avec les quitus fiscaux, vous êtes quand même élu aussi. Les pauvres camarades qui sont là, directeurs des impôts, techniciens, mais on les chicane pour rien. On les chicane pour rien. Je dis, il y a des quitus fiscaux qui sont délivrés et qu'on a retenus, et c'est sous pression, les gens ont obtenu ça, et que lorsque vous prenez, vous regardez la date de délivrance, c'est il y a 2 semaines avant. Mais pourquoi n'a-t-on pas donné à temps les quitus fiscaux? Ce n'est pas normal. Ce que nous disons, il faut être dans l'arène pour comprendre ce que nous disons. Le quitus fiscal est devenu une arme d'exclusion. Et ce n'est pas pour les partis de l'opposition seuls. Lorsque vous êtes dans le viseur, vous êtes du parti de la mouvance, et que vous êtes dans le viseur que vous ne devez pas aller aux élections, vous n'avez pas votre quitus fiscal. Il y en a qui l'ont. On se connaît, on est béninois. Mon cher ami, nous sommes béninois. Chacun sait ce que chacun fait au Bénin. Il y en a qui l'ont, vous vous étonnez de comment il a. Comment lui, il a pu l'avoir. Donc, moi, je dis, je vous dis et je répète, c'est une arme d'exclusion. Et nous sommes les seuls pays au monde qui avions encore ça dans notre arsenal. Je l'ai dit, au Sénégal, ils avaient ça, c'est là on a copié au départ. Ils ont sorti ça de leur loi. Pourquoi nous on maintient? C'est pour quelle raison nous on maintient? Peut-être pour... j'ai parlé d'assainissement des finances. L'assainissement des finances. Aujourd'hui, je félicite... C'est un peu comme le casier judiciaire. Je félicite, s'il vous plaît, je félicite ce qui se fait par rapport à l'assainissement de notre économie. Je félicite ce qui se fait par rapport à la digitalisation des recettes. Vous allez dans un bar, vous mangez aujourd'hui, on vous sort votre reçu, vous regardez, vous payez la TVA. Ça se fait dans beaucoup de pays. En Afrique du Sud, dans les grands pays, ça se fait. Mais je dis, je suis d'accord qu'on fasse ça. Mais qu'on chicane les gens politiquement avec ça parce que on dit c'est une manière. Mais quel quitus fiscal le ministre et les ministres du gouvernement ont fourni pour être membre du gouvernement? D'accord. Quel quitus fiscal les membres de la Cour constitutionnelle ont produit pour être membre de la Cour constitutionnelle? Moi, je suis député, je suis à une plus haute fonction que les ministres. Les conseillers communaux, ils sont à une plus haute fonction que les ministres, que les membres de la Cour constitutionnelle. Ont-ils produit un quitus fiscal pour être nommés? Non. On cherche à mettre les barrières. C'est comme on a mis le certificat de conformité pour éliminer. D'accord. En 2019, le jour où ils ont trouvé le certificat de conformité, c'est le jour où ils ont distribué le quitus fiscal à tout le monde. On les a déjà éliminés. On va évoluer avec peut-être d'autres choses que vous avez demandé, puisque aussi le temps presse. Peut-être avez-vous souhaité aussi qu'on puisse revoir à la baisse le taux qu'il faut avoir en termes de suffrage exprimé au plan national pour lever les sièges à l'Assemblée. Actuellement, c'est 10%. Mais vous proposez qu'on en arrive à 5%. Est-ce que ce n'est peut-être pas pour
je vais dire, fragiliser la réforme politique. Puisque on a entendu le chef de l'État dire, si vous proposez des réformes pour consolider lui, il soutiendrait, mais le contraire, non. Non, consolider ne veut pas dire augmenter le pourcentage. Pour les législatives, même les communales, c'est 10%. Nous n'avons pas fragilisé. Nous avons dit qu'il faut aller à 5%. Même à 5% à la date d'aujourd'hui, pour les élections passées, aucune autre formation ne passait. C'est les 3 qui sont passés là. Parce qu'après les 3, aucune autre formation n'a eu 5%. Ça témoigne peut-être de la force des partis, non? Oui. C'est pourquoi nous avons pensé qu'au lieu d'éliminer les partis politiques par ce canal, il vaut mieux favoriser peut-être 1-2 formations politiques qui peuvent avoir aussi accès à la vie en ayant quand même si c'est au niveau local, des conseillers pour... Mais ailleurs, il y a des candidatures indépendantes. Mais ces pays-là ne sont pas des pays démocratiques. Au Sénégal, on a des candidatures indépendantes. En Côte d'Ivoire, on a des candidatures indépendantes. Pour les législatives? Pour les législatives et pour les locales. Mais pourquoi nous on pense qu'il doit y avoir des partis uniques? C'est peut-être pour faire de vos partis des partis forts, non? Non, on est déjà fort. On est déjà fort. C'est l'électeur qui dit qui est fort. D'accord. Ce n'est pas la loi qui dit qui est fort. Donc, moi je pense, j'ai pris l'exemple de Porto-Nouveau où nous sommes, où les Porto-Nouveaux ont voté pour le PRD. Et au finish, c'est UP qui dirige Porto-Nouveau. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est le modèle que nous voulons? Les électeurs disent c'est celui-ci que je veux. Peut-être à 60%, à 70%. C'est le parti qui a 15% qui vient diriger la ville. Non, ne faisons pas ça. D'accord. La légitimité veut que c'est celui pour qui on a voté qui dirige. Comme ça, on est plus en symbiose avec sa population. Merci à vous, honorable Anouré Nouachadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates. Pensez-vous que ça puisse passer à l'Assemblée, ces propositions-là? Nous pensons que si nous avons la même vision, l'inclusivité, si nous avons la même vision... Est-ce que c'est le cas? Quand vous sondez un peu les visions, les positions des uns des autres, vous pensez que... Non, je ne vais pas faire des intentions. J'attends de voir si les camarades veulent la transparence. Je crois qu'ils doivent accéder à ça. Il ne sert à rien de tricher pour venir s'asseoir à l'Assemblée ou pour être président de la République. Il vaut mieux affronter l'électorat, obtenir vraiment l'assentiment des électeurs. Et lorsque vous sortez à l'extérieur, vous êtes fiers de vous-même. Si ça ne passait pas, vous seriez déçu? Je serais beaucoup déçu. Je serais beaucoup déçu. Et nous avons fait en sorte que l'ensemble du groupe parlementaire porte ça? Oui, l'ensemble du groupe parlementaire. Oui, évidemment. Nous avons fait en sorte que l'opinion nous entende. D'accord. Que l'opinion sache ce que nous voulons. Que l'opinion sache que nous recherchons la paix pour notre pays. C'est le credo de notre groupe parlementaire, c'est le credo de notre parti politique, la paix. Et c'est ce que nous avons fait. Merci beaucoup à vous, honorable Anouré Nouachadé, président donc, du groupe parlementaire Les Démocrates. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis de bout en bout. Bonne suite des programmes sur notre antenne. Merci beaucoup. Unissez-vous pour que le Bénin aille de l'avant.
Retour en plateau après notre page invitée, Nourenou Achade, qui était reçu par Gilles-Christ Tchidi. Vous l'avez compris, sa proposition de relecture du code électoral, c'est les idées qu'il propose qui ont été exposées. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir un peu plus. Lui, il nous permet toutes les fois d'aller en savoir davantage sur des sujets abordés sur la toile. Il est aussi une des perles rares de télévision hémicycle de la direction des services de l'information et de la communication. Paul Aounou, a.k.a. also known as Polo Aounou. How are you doing this morning? Bonjour Saturnin Youssouf. Bonjour chers amis internautes et téléspectateurs. Je ne sais pas ce que tu dis là. You don't want to speak English with me. L'émission est faite en français. Are you ready? Je souhaite qu'on y aille. Aujourd'hui n'est pas la journée internationale de l'anglais, donc je suppose qu'on doit aller en français. Okay. Ladies and gentlemen, let's go sur la toile. Je n'ai pas voulu poursuivre en anglais parce qu'il risque d'avoir accident. Avec Polo Aounou, et quand on parle d'accident, il n'y a pas de quoi sourire. Pas du tout. Il n'y a pas de quoi sourire parce que ce qui s'est passé hier dans la commune d'Abomey-Calavi doit interpeller les autorités en charge de la régulation, de la circulation. Je crois que le préfet du littoral, en temps, pas intérim, je veux parler de Koudia, avait pris un arrêté pour fixer des heures de circulation des camions gros porteurs. Et il me semble que ça doit être en matinée, ça doit être 6h30, 8h30 et en soirée à partir de 17h à 20h30. Il va falloir également trouver un temps pour la pause parce que les fonctionnaires, les étudiants quittent le boulot et l'école entre midi et ils reviennent également à 14h30. Il me semble qu'on doit également trouver une autre tranche d'heure pour que ces camions gros porteurs qui conduisent, comment on dit, à la je m'en foutisme et pour qui la vie des autres ne signifie absolument rien. Parce qu'il faut faire le constat, c'est des personnes, quand ils se trouvent en haut, ils estiment que ils sont au-dessus de tout et ils conduisent n'importe quoi et n'importe comment. Qui t'a écrasé malheureusement ceux qui sont dans des engins, qui sont à bord de véhicules de taille moindre que leur véhicule, en quelque sorte. C'est ce qui s'est passé hier dans la commune d'Abomey-Calavi et on souhaite partager ce sujet qui n'est pas d'ailleurs une très bonne information parce qu'au finish, il y a une personne qui a rendu l'âme. C'est vraiment triste. C'est sur la page de Bénin Web TV que nous avons trouvé l'information. Bénin, un décès et des blessés dans un accident de la route au carrefour Ita. Le lundi 26 février 2024, un grave accident de la circulation s'est produit à l'intersection de l'Ita. L'accident a eu lieu entre un camion et un véhicule 4x4 transportant plusieurs passagers. La violence du choc serait à l'origine d'un décès. La victime est un passager du véhicule 4x4. En plus des décès, le véhicule 4x4 a subi des graves dégâts et est presque irrécupérable. La police républicaine descendue sur le lieu de l'accident pour les constats d'usage a progressivement rétabli la circulation. Moi, je pense qu'il y a même plus que véhicule 4x4. C'est deux véhicules, si on se réfère à une courte vidéo de 30 secondes, si la régie... Et déjà, avant de suivre la vidéo, attention, c'est vrai que vous verrez des carcasses de voitures, mais ça peut être des images que certaines âmes sensibles pourraient ne pas supporter. Attention donc avant cette vidéo que nous vous invitons à suivre.
Voilà donc pour les véhicules, un premier véhicule devant certainement qui a subi la fougue de ce camion-là et l'autre véhicule derrière qui a certainement connu le camion qui est devant. Alors, que disent Blanc, oui, qui met les il commentaires? faut plutôt réprimer la vitesse en agglomération. Laissez les motocyclistes tranquilles. Casque conducteur, casque passager, ça ne veut rien dire. Réparer les feux tricolores, les routes, les éclairages nocturnes sur les routes et réprimer la vitesse. C'est la solution pour éviter les accidents ou en limiter. Je ne suis pas d'accord avec cet internaute. Il faut porter les casques quand vous êtes sur vos motos. Il faut porter les casques. Gaël Singbo qui met Blanc, oui, vous ne voyez jamais le bon côté des choses. Porter casque n'est aussi pas une mesure de protection. Y a-t-il été dit dans le test que le carrefour n'a pas de feu? Qui dans ce monde ne connaît pas encore les inconvénients de l'excès de vitesse? Je prie pour que vous deveniez une autorité ou que vous le soyez. Aboudou Semiou qui met pourtant, les feux tricolores sont fonctionnels sur le carrefour depuis quelques jours. J'ai pris par le carrefour hier soir aux environs de 22 h. J'étais étonné de voir quelques conducteurs de véhicules de moto, surtout ne pas rester dans les feux. En tout cas, je suggère que les policiers continuent de réguler la circulation de jour et de nuit à ce carrefour. Juste Elias qui met incivisme de ces conducteurs de camions, vraiment. Je crois que l'État doit revoir les heures de circulation de ces camions qui sont un danger pour les populations. Christ Gilles qui met voilà les bonnes raisons que l'État a pour agir. À partir du 1er mars, surtout les camions qui aiment doubler. Et puis Martial Maouillon qui met un tout dernier commentaire qui met, c'est vrai, c'était vraiment horrible. J'ai difficilement pu traverser la route pour aller à Tampé. Que Dieu nous protège seulement. Amen. Voilà, amen. On a appris à dire amen sur le plateau. Et un sujet, moi j'ai l'habitude pour conclure de dire que la route, elle ne tue pas. C'est vrai que le mauvais état de la route contribue à des accidents de circulation. C'est pour coutume donc de dire que la route ne tue pas. Ce sont les usagers de la route qui se tuent sur la route en n'observant pas les règles de bonne conduite. Même si on limite les heures de passage des camions, quand les camions seront sur la voie, ils ne seront pas seuls. Il y aura d'autres usagers qui seront sur la voie. Il faudra simplement qu'on sache qu'on n'est pas seul. La route, ça se partage et qu'on sache que de la bonne conduite de son véhicule dépend également la sécurité de l'autre qui est sur la route et qui est en train de partir. Si tout le monde peut épouser les règles, je pense que ça pourrait y aller. Je disais, un sujet plus gai, vous m'invitez à la cantine du port? Oui, ça fait 2 personnes alors, parce que André, le Koussi également, m'avait demandé de l'inviter et je lui ai demandé de choisir quand il veut. Ça fait 2 personnes. Ça fait 3, parce que Laurel me souffle dans les oreilles, le Réalo aussi. Rassurez-vous, il ne faudrait pas que son ventre vous influence. Il mange pas beaucoup. C'est gérable, puisque à la cantine du port autonome de Cotonou, c'est à la portée de tout le monde. Hein, même avec 2000, vous avez déjà mangé à satiété. Est-ce une manière de décliner l'invitation pour demander d'aller là-bas avec... C'est une manière de dire que je suis preneur. Alors ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Et je pense que c'est le point sur lequel et opposants et mouvanciers tombent d'accord souvent. Le président Patrice Talon, depuis 2016, il faut avoir, je le répète, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, a du goût et réalise des infrastructures de qualité. Et voilà un autre exemple. Je ne sais pas si en temps vous avez l'habitude d'aller manger au port autonome de Cotonou. C'est pratiquement des garoutes. C'est des endroits où je ne vous souhaitais pas, c'est la chaleur, comment on dit, l'hygiène n'y était pas. Aujourd'hui, vous allez sur le même endroit, vous allez me connaître. Alors nous irons, c'est sur la page de Serge Nonvion que nous avons pioché la vidéo et qu'on voudrait partager en attendant de revenir sur les commentaires. Tout à fait, cette vidéo qui illustre un peu ce que c'est devenu la cantine du port. Cotonou, c'est là. Eh oh, aïe, t'es là, Obi. Obi, on bien, ah, aïe, d'abord, là, on vient zéro con, zé, aïe, ah, aïe, t'es là, baby. Ah, oh, baru mine là, mais, oh, y a là, on a bandu, non, on a bandu. Quand on a beaucoup mieux, ou t'es gardé, aïe, ah, et là, t'es, mais, ah, y a bien, c'est mon con, mais, ah.
Ndoudoua, Ndoudoua, à mon Ndoudoua. Eh, oh. Nous voulons de thé, omelette, la pâte noire, un peu de tout. Peut-être qu'on va adresser la facture à Polo par la suite pour que la dame qui nous proposait son menu puisse quand même satisfaire nos exigences. Les commentaires. Les commentaires, il y a Robert Humbo qui met « Si tous les usagers de ces lieux pouvaient savoir que ces infrastructures doivent être soignées et bien entretenues tous les jours, ce serait bien. J'ai juste peur que la mentalité qui consiste à dire « c'est pour l'État, c'est pour Talon », les amène à dégrader et salir tout. Ce serait regrettable. Et puis, Olarewadjou qui met, Farid qui met, un lieu très sain et très joli. Et les mets sont à coût abordable. Hier, j'ai pris riz plus Vanjou à 300 francs, 100 francs et Tchakpalo 100 francs. Je suis zango, tranquille, et je marche un peu pour digérer. Un dernier sujet, rapidement, puisque le temps qui nous était parti. Depuis le week-end, il y a une vidéo. Je pense qu'il y a une vidéo qui circulait sur la toile où un huissier de justice est mis devant son immeuble, empêchant l'exécution d'une décision de justice. Une zone qui est déclarée d'utilité publique. Tous les autres occupants sont partis, mais lui, il a dit qu'il n'entend pas, il ne voulait pas partir. Je pense que finalement, il faut se rester. Est-ce qu'il n'avait pas ces raisons? Bon, soit on dédommage et on n'est pas d'accord avec le montant de dédommagement et une zone déclarée d'utilité publique, c'est un huissier, un homme de justice. Et il sait, connaît la procédure. Et dès lors que la procédure est engagée, vous avez les voies de recours. Il ne revient pas à un homme de droit de s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Ce n'est même pas possible. Lui-même, un huissier qui souvent se transporte sur le terrain pour faire exécuter des décisions. Je pense, pour ma part, que ce n'est pas la bonne manière. Que dit la page de Yves Dakoudi qui rapporte, selon des sources bien entendues du gouvernement, à propos de Togben Zone 4, que s'est-il réellement passé? Les Béninois et bien au-delà ont assisté en fin de la semaine dernière à une scène qui sortait de l'ordinaire où un citoyen, se posant en victime, essayait d'empêcher la démolition de son immeuble situé dans l'emprise d'un projet gouvernement du Bénin. Et a pu laisser croire dans la vidéo qui a circulé qu'il n'a pas été dédommagé. Mais de quoi retourne la situation? Monsieur Agbogba, puisque c'est de lui qu'il s'agit depuis 2 ans, organise une situation confuse, assimilable à un bras de fer, particulièrement avec Simahu et le ministère du cadre de vie. Il a refusé tout dédommagement et a demandé plutôt qu'il soit de l'intégrer au projet ou de lui reconstruire son immeuble à l'identique sur une autre parcelle identifiée par le ministère du cadre de vie. Pour trouver une issue, il a été reçu à plusieurs reprises par M. Achille Oussou, DG de Simahu, et par la commission d'expropriation. Des rencontres qui sont restées sans succès. Il n'a pas voulu entendre raison. Dès lors, il a été procédé à la consignation des montants de dédommagement conformément à la loi. Bien qu'il ait ignoré tous les détails impartis pour libérer le site, le ministre du cadre de vie, M. José Tonato, a donné un délai supplémentaire qu'il n'a pas respecté non plus. C'est ainsi que face aux forces de l'ordre, il a organisé la scène filmée devenue virale et qui, à juste titre, a suscité de l'émoi au sein de l'opinion à laquelle il importe de rétablir la vérité. Il a fallu l'intervention du procureur de la République et des policiers avant qu'ils ne daignent libérer le bâtiment et le site. À préciser que ça, c'est la version Yves Dakoudi selon ses sources et qu'on n'a pas à la version de monsieur Lucien en question. Voilà. Donc nous concédons à chacun sa version. Vous nous proposiez là un extrait du communiqué donc, qui parle de cette affaire. Oui, bon, je pense que c'est le dernier communiqué du ministre du cadre de vie qui lui a donné un dernier délai pour partir du site. Passons aux commentaires. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'enfin, il a pu libérer l'espace. Un huissier qui voit maintenant que casser les gens est très douloureux. Yako à lui, Aboubakar Takou, qui met « Dis-nous combien vous lui avez proposé ». Et Yves Dakoudi de lui répondre « Le bâtiment de M. Agbogba a été réévalué par l'expert immobilier Sarah Consult à un montant de
92 103 400 francs CFA. Seulement, depuis lors, il s'obstine à ne pas remplir les formalités et ne fait pas les diligences, ne pas faire les diligences requises devant lui permettre de recevoir son dédommagement. Par ailleurs, il est à signaler que le foncier est frappé d'une opposition introduite par la communauté Hula. Et tout dernier commentaire de Légendaire 220 qui dit « Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, on ne parle pas de prix, mais de dédommagement. Les juristes connaissent la différence. En vous expropriant, l'État doit juste veiller à vous dédommager au préalable. Cela ne revient pas à dire qu'il va vous verser en numéraire la valeur de l'immeuble. Il n'achète rien dans ce cas de figure. Si vous n'êtes pas d'accord avec le dédommagement, vous devriez saisir le juge. L'autre cas assez utilisé pour favoriser l'avancement des travaux, c'est l'achat forcé au lieu de l'expropriation pour cause d'utilité. L'État achète au prix fixé par le contribuable, mais c'est rare et délicat. Le cas le plus célèbre du Bénin reste celui du bâtiment Beko, bloqué au cœur de l'échangeur de Godomaï. Et nous sommes bloqués par le temps pour l'ONU. Je vous dirais merci pour cette revue des sujets, de ces sujets que nous avez proposés sur la table. Je précise pour ce dernier sujet, loin de nous de jeter à la vérité populaire celui dont il s'agit, qui a élevé cette protestation, mais de rapporter ce qu'il en a et ce qui a été dit à propos sur la toile. Merci à vous, Polo Aoulou. Mesdames, Messieurs, nous allons nous retrouver demain quand viendra le moment de TH Matin d'être sur les ondes. Passez une excellente journée accompagnée de nos programmes.